Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Instant Politique. Aujourd'hui, on va aborder les élections municipales dans une commune d'Île-de-France, Villeparisis, une commune où les élections s'annoncent assez tendues. Trois listes vont s'affronter. Une liste d'extrême droite RN conduite par un élu d'opposition, Monsieur Sicre de Fontbrune. Une liste de centre-droit-droite conduite par une élue d'opposition, Madame Emma Abreu, conseillère départementale en outre. Et la liste du maire sortant, Monsieur Frédéric Bouche, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Monsieur Frédéric Bouche. Bonjour, plaisir partagé. Vous conduisez la liste d'Union de la gauche et Oui. l'écologie. Oui, et des citoyens engagés. Et J'y des tiens, mais citoyens. j'y reviendrai et je vous expliquerai pourquoi. Très bien. Et du coup, on va commencer par une petite brève présentation, si c'est possible, Monsieur le maire. Si vous pouvez nous présenter un petit peu votre parcours, qui vous êtes, votre parcours professionnel et votre parcours politique. Alors, tout d'abord, je vous remercie de me recevoir et nous allons, je vais vous détailler effectivement mon parcours. Au-delà de ça, donc je reprécise, je suis bien une liste d'union de la gauche et de l'écologie et je parle des citoyens engagés parce que c'est aussi quelque chose qui fait partie de mon ADN, c'est-à-dire l'engagement citoyen et c'est quelque chose que j'ai porté tout au long du mandat, mais j'y reviendrai lorsqu'on parlera effectivement de la construction de la liste et de la question aussi de tout ce qui nous a animés pendant les 6 dernières années. À titre personnel, donc j'ai 51 ans. Je réside sur la ville depuis bientôt 30 ans. Mon accent me trahit, je ne suis pas originaire de Villeparisis, je suis originaire du sud-ouest, le territoire de l'Ariège, dans les Pyrénées. Je suis arrivé en région Île-de-France en 1997, après avoir réussi un concours de l'État. J'étais à l'École nationale des techniciens de l'État à Aix-en-Provence. Et donc, je suis rentré en tant que technicien de la fonction publique d'État au ministère dit de l'équipement, vieille dénomination. En fait, on s'occupait des routes, de l'aménagement urbain. Et ce ministère a beaucoup perdu dans son efficacité territoriale. On a perdu ce qu'on appelle l'ingénierie publique. Et je travaillais au contact des élus. Donc, j'ai fait le choix de basculer vers la fonction publique territoriale. Je suis devenu ingénieur de la fonction publique territoriale. Et j'ai occupé des différentes fonctions de directeur des services techniques ou de directeur général adjoint au sein de collectivités, toujours en accompagnement d'élus pour porter le projet, on va dire, technique de ces élus dans le cadre de leur mandature. Et à la politique, alors du coup, vous y êtes arrivé comment, alors, de manière pure et dure? Alors, je pense que j'y ai baigné dedans. Peut-être sans même le savoir, parce que le territoire ariégeois est un territoire ancré politiquement, ancré sur cette couleur rose qui est la mienne, le Parti socialiste. Et puis parce que cette histoire familiale m'a aussi amené, donc une partie de ma famille a quitté l'Espagne dans des situations à un moment difficiles aussi au niveau, on va dire, alimentaire, et donc passer en France pour pouvoir continuer à vivre et vivre décemment. Des fruits franco, en fait. Et la question franco, qui est venue un peu plus tard, la question franquiste, mais tout ce passé forcément marque et nous lie à une histoire, y compris à un positionnement politique. Mais au-delà de ce positionnement politique, après, il s'est construit parce que j'ai toujours travaillé à côté d'élus, qu'ils soient de droite, de gauche, peu importe. J'ai toujours accompagné des élus quand j'étais avec l'État dans leur volonté, finalement, de traduire leurs intentions programmatiques en réalisation. Et encore plus lorsque j'ai basculé dans la fonction publique territoriale, où là, il s'agissait vraiment de mettre en musique la partition de ces élus. Donc le lien politique était déjà constitué. Il s'est affirmé sur la période 2014-2020, où finalement j'ai mené l'opposition sans siéger au sein du conseil municipal. C'est mon premier mandat, mais mon premier mandat tout court. Je n'avais jamais eu de représentation politique. Il s'est donc affirmé cette volonté de construire un projet politique local. C'est affirmé pendant ces 6 années. Ça s'est traduit dans un premier temps sur un refus. Je ne me voyais pas être élu. Et puis petit à petit, en se disant, mais si je porte des idées, il faut aussi que je sois en capacité de les mettre en œuvre. Et en 2017, j'ai franchi le pas en disant, bah, ok, je peux être candidat et je serai candidat pour la ville de Villeparisis en 2020. J'ai gagné les élections au second tour en 2020 dans un contexte un peu spécifique, un second tour décalé en lien avec le Covid. Et donc, je suis élu depuis juillet 2020. D'accord. Et je suis aussi ancré dans ma commune. Je vis dans le quartier du Bois-Fleuri, côté Villeparisis. C'est un quartier qui est à cheval sur 2 communes, côté Villeparisis, avec ma compagne. 3 enfants au total, 5 petits-enfants.
voilà, une vie comblée par ailleurs. Très bien. Bah, écoutez, comme vous êtes maire sortant, vous avez dit que vous avez été sur un projet, je pense qu'il y a eu des réalisations. On fait un petit point sur votre bilan. Si vous pouvez nous en dire un mot dans les grandes lignes, quelles ont été vos principales réalisations? Qu'avez-vous fait tant sur un point de vue, je dirais, urbain que sur un point de vue plus sociétal, en termes d'éducation, en termes de... Voilà, si vous pouvez nous Vous avez, dépeindre dans les grandes vous avez lignes. 3 heures? On va essayer de le faire un peu plus court, mais voilà, abordons le thème d'antenne. Non, parce qu'il y a beaucoup. J'avais souhaité aussi, quand j'ai candidaté, j'ai souhaité m'engager sur des engagements forts, mais surtout inscrits. Donc on avait traduit notre programme en 124 engagements, qui traitaient de tous les domaines. Aussi bien de l'efficience, par exemple budgétaire, que de la question de l'éducation populaire, que la question sportive. Bon, tous les domaines étaient effectivement mis en avant. Et ces 124 engagements, on les a retraduits, on a réalisé plus de 85% sur ces 124 engagements. J'aurais aimé bien en réaliser plus, mais le Covid est aussi passé par là, la crise ukrainienne, la crise et l'inflation nous ont un peu limité dans notre action. Néanmoins, ce qui était vraiment dans mon ADN et qui était un axe de campagne fort, c'était cette participation citoyenne, cette envie que le citoyen soit acteur et acteur décisionnel au-delà même de notre programme, sur des champs de compétences que nous partageons, que nous pouvons partager. J'ai par exemple ouvert, toutes mes commissions municipales sont ouvertes aux membres de ce conseil de participation citoyenne. C'est un conseil de participation citoyenne en image miroir du conseil municipal. Il consiste en quoi Ils ont été tirés au sort, ce sont des gens qui se sont mobilisés et qui se sont présentés. Forcément inscrits sur les listes électorales ou pas? Pas forcément inscrits sur les listes électorales. D'accord. Des villes parisiennes et des villes parisiens. Et notamment parce qu'il peut y avoir des jeunes aussi, et pas seulement, mais des gens qui ont un lien avec notre territoire, qui habitent à Villeparisis. Et notre objectif, c'est qu'ils puissent avoir une voix qui porte au sein de nos commissions ou dans différentes instances. Tiré au sort par huissier. Ce qui permet aussi d'affirmer cette neutralité. On en est à la deuxième session, puisque la première session a démarré en 2020, c'était pour un mandat de 3 ans, ils s'engagent pour un mandat de 3 ans. Et là, on est sur la fin de la seconde session, et par exemple, ils ont porté ensemble le projet de transformation du stade de l'Aune, c'est un stade, 1 hectare en centre-ville, en parc de l'Aune. L'idée d'avoir, je parlais aussi dans notre programme, d'avoir des enjeux programmatiques sur l'environnement, là, transformer un îlot, qui est un îlot sportif, en îlot de fraîcheur, en parc urbain demain. Et j'ai souhaité que ce soit eux qui le travaillent. C'est-à-dire c'est eux qui travaillent avec un bureau d'études spécialisé à la fois sur le volet environnemental et paysage, mais aussi sur comment on amène les citoyens à construire, à co-construire, à co-porter. Et ça me paraissait évident. Et c'était aussi un changement. Pour moi, j'estime qu'aujourd'hui, on peut se plaindre du fait que les citoyens sont moins présents, vont moins aux urnes, ont moins d'engagement. Et je ne parle pas au sens politique, au sens couleur politique, je parle de manière générale. Et je me disais qu'un des éléments de réponse, je l'avais trouvé dans les affirmations que je partageais de Joe Spiegel, qui a été maire de Kingersheim. Et je trouvais que dans cette construction, dans cette volonté de co-construire, il avait donné les premiers éléments pour moi, pour pouvoir le développer à Villeparisis. Rien n'existait avant, tout a été à créer. C'est ma première adjointe, Michel Pellabert, qui le portait. Je peux vous assurer que ça a été un combat parce qu'il faut changer, même au niveau de nos services, il faut changer les pratiques. En disant, mais on peut co-construire. On n'est pas seul garant de la réalisation ou on n'est pas le seul porteur des bonnes idées. Et donc, il faut accepter de pouvoir en débattre ensemble et de pouvoir justement travailler à la fois avec des usagers et à la fois avec nos services, à la fois en respectant notre intention première. De la même manière, ça veut dire la co-construction, ça peut aller sur des choses très basiques. La dénomination. Vous savez que très peu, on parle de la place des femmes dans la société, mais sur les noms des rues, des bâtiments, là aussi, c'est très très faible. Hein. À 97%, ce sont quasiment que des noms d'hommes. Nous, on a travaillé sur le sujet avec notre population et on a fait participer notre population dans les choix. Et ça, c'est important. On l'a fait aussi dans le cadre... Alors, ça existe dans beaucoup de communes aujourd'hui, mais moi, j'ai mis des moyens importants. Budget participation citoyenne, 10 € par habitant tous les ans en investissement, donc entre 260 et 270 000 € par an, pour des projets qui sont construits par des citoyens, votés par des citoyens, et que je m'engage à mettre en œuvre conformément à leurs souhaits.
ça renforce ce lien, ça renforce le lien de confiance et ça permet aussi de donner un peu plus d'outils pour des citoyens engagés. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le thème du citoyen Mmh. engagé. On a fait des agoras citoyennes, le bien vieillir, mais aussi des agoras plus techniques. La question tout simplement de la construction d'un budget. Mmh. Et j'aimerais bien d'ailleurs, je pense Ces que questions budgétaires intéressent les citoyens? Parce que c'est vrai qu'ils sont très portés sur les projets, sur, l'amélioration du cadre de vie, les projets urbanistiques. Mais c'est vrai que sur les fonctions techniques, peu de gens, connaissent le budget de leur ville, quels sont les alors je montants pense des qu'elle investissements. elle les intéresse du moment où on parle de la taxe foncière. Ouais. Mais la taxe Bien sûr. foncière, ça construit pas un budget. Mmh. Je pense qu'elles intéressent un peu plus parce que l'État a d'abord pointé du doigt, la responsabilité, enfin les collectivités dans la responsabilité ou leur responsabilité supposée, en tout cas pas à la hauteur de ce que disait l'État dans la dette publique, dans la construction de la dette publique, nationale. Néanmoins, heu, comment on construit un budget, local? Comment on donne à comprendre que justement nos collectivités, participent faiblement à la dette publique nationale? Lorsqu'une collectivité s'endette, elle le fait souvent pour construire un équipement et elle s'endette, comme on le fait pour votre foyer ou Mmh. comme je peux le faire pour mon foyer, en maîtrisant la dette. Mmh. Et heureusement, moi je ne peux pas m'endetter, par exemple, contrairement à l'État, pour gérer Le du fonctionnement, fonctionnement, pour gérer le salaire de mes agents. Je m'endette pour des réalisations. Et, euh, et ça, c'est un sujet. Et il faut informer. Quand j'explique, et c'est pour ça que j'avais besoin de donner aussi ces clés de compréhension. Quand j'explique qu'une collectivité ne peut pas tout gérer, je ne suis pas une collectivité riche, je ouais. suis entouré de collectivités riches, voire très riches. Moi, je ne suis pas une collectivité riche. On a longtemps fait partie des 100 communes les plus pauvres de France. Mmh mh. Ben, quand on gère aussi la dette. On est une commune très faiblement endettée. Mais parce qu'il faut gérer cette faible dette et ce faible endettement avec intelligence, ce ratio-là, mais aussi être capable de prendre des emprunts pour la construction d'équipements et pas les porter en propre. J'explique par exemple, on a construit un gymnase jeudi, j'explique à ma population et notamment à mes élus, y compris l'opposition, qu'un gymnase il est financé pour partie en propre. Partie en propre, ça veut dire que ce sont les générations passées Mmh. qui le payent. Et partie par la dette, les générations futures. Le gymnase servira aux générations passées qui sont encore présentes dans la ville. Mmh. La dette, c'est répartir aussi le poids de l'investissement sur les générations futures, celles qui ne sont pas encore là, mais qui sont usagères de cet équipement. Vous évoquez 35 millions d'investissements, 60 millions avec l'agglo, du coup sur la ville. Oui, Vous avez évoqué le gymnase, oui. vous avez fait une piste BMX, Un gros mandat de réalisation. voilà, donc plusieurs Piste de créations. BMX, piste de roller, par exemple, un nouveau terrain synthétique. On a amélioré le parc des sports. Beaucoup d'actions sur le domaine sportif. Pourquoi? Je considère qu'on a un tissu associatif fort dans notre ville et qu'il faut redonner à ce tissu associatif les moyens de fonctionner, les moyens de continuer à être présent sur notre territoire. Parce que par ce tissu associatif aussi, on développe des valeurs. Mmh. Le vivre ensemble, notamment, pas seulement, mais au moins le vivre ensemble. Et donc, donner les moyens, c'est donner les équipements. Le gymnase, c'est un gymnase dédié à la gymnastique, dédié avec des agrès en position fixe. Donc, un gymnase dédié finalement à une nature de sport. Le BMX, idem. Le roller aussi. Vous ne jouez pas au tennis de table sur la piste de BMX. En tout cas, c'est peut-être un sport à inventer, hybride, mais ça va être assez complexe. Quoi qu'il en soit, cette volonté-là de traduction sur nos équipements sportifs, c'était cette volonté sur ce mandat-là, de dire voilà ce qu'on va donner. On l'a aussi traduit sur la partie scolaire. On a construit 6 classes de plus. Et pour autant, on a dû perdre sur ce mandat quasiment 300 élèves. C'est énorme. Hein, D'accord, donc vous avez diminué le nombre d'élèves par on a classe alors? diminué le nombre d'élèves par classe. On était à 3500 élèves en début de mandat. On est à 3200 élèves aujourd'hui. Et je pense que la rentrée scolaire future va encore démontrer une perte. Mon prédécesseur s'était engagé dans la volonté de la construction d'un groupe scolaire, uniquement dans la volonté parce que ça ne s'était pas traduit ni en permis de construire, ni en autorisation Bien d'urbanisme, sûr. ni en marché public. Mmh. Et moi, tout de suite, quand j'ai vu les baisses d'effectifs, Mmh. malgré la livraison de logements, j'ai dit, oula, on va peut-être attendre et répartir. Donc, on a construit 6 classes de plus. En l'état, j'ai l'équivalent de 12 à 13 classes de libre sur l'ensemble de mes groupes scolaires. Donc, ça veut dire l'équivalent d'un groupe scolaire. Et pour autant, on perd des élèves. On s'est engagé aussi pour co-construire avec la région le futur lycée à Villeparisis. C'est un engagement qui avait été pris dans le cadre du mandat précédent, qui est construit aujourd'hui dans le cadre de ce mandat et qui est porté aussi parce qu'on a pu sécuriser au niveau urbanistique les terrains pour pouvoir faire atterrir ce futur lycée. On a fait une gare routière aux abords des collèges et des lycées. On a porté donc ce qui est de l'investissement visible
Vous parliez avec la communauté d'agglomération, par exemple, la construction de la station d'épuration. C'est un équipement qui est profondément invisible. Ce qui se passe en Effectivement, ouais. réseau, ça se voit pas. Ça se voit pas. Pour autant, c'est essentiel. On a fait, avec la communauté d'agglomération, plus de 30 millions d'euros de travaux de voirie et d'assainissement, dont 10 millions pris en charge par la ville. Rien que ça, c'est l'équivalent de ce qui se faisait, enfin ça dépasse de plus de 10 millions d'euros ce qui se faisait sur les mandats précédents, tout investissement compris. Donc c'est un mandat énorme d'investissement. Et pourtant, il reste tant à faire. Il reste à financer le conservatoire. On a fait la partie, on va dire, conception. Là, on va être dans la partie réalisation. Le futur complexe aquatique qui va remplacer notre piscine, qui est sous-dimensionnée aujourd'hui, porté par la communauté d'agglomération. Une crèche grande berceau. J'anticipe sur le programme suivant, Bien mais ce sûr. sont des actions qui sont Bien sûr, portées dès à évidemment. présent en phase d'études et en phase programmation. Donc ça aussi, ce sont des études lancées, des recherches de foncier, et ça nous a impacté aussi financièrement dans le cadre de ce mandat-là. Par ailleurs, il y a aussi des investissements qui sont, j'allais dire, de l'investissement courant. Je ne parle pas de l'entretien, c'est valable pour toutes les villes. Mais on a fait le choix, nous, très vite, de mettre en place, dès les premiers mois, ce qu'on appelle une quasi-gratuité des équipements scolaires pour nos élèves maternels et nos élèves d'élémentaire. Ça veut dire que les familles ont très peu à ajouter, voire des fois rien. C'est construit avec les directeurs d'école, directrices et directeurs d'école de chaque groupe sur les fournitures. De quoi avez-vous besoin sur l'année sur les fournitures? Donc on a mis un montant par élève et généralement ça couvre tout le besoin annuel, ce qui fait qu'un enfant aujourd'hui, les parents n'ont pas besoin de consacrer un plus euh, dans le cadre de leur budget pour couvrir l'achat des fournitures scolaires annuelles. Et ça, c'est tous les ans. De la même manière, avec la communauté d'agglo, c'est un investissement complet partagé. Vous avez reçu des élus de la communauté d'agglomération, mais nous avons fait un choix collectif, le pass sport et le pass culture. 60 € par enfant pour faire des activités sportives ou des activités culturelles. C'est une aide directe aux familles. C'est une aide directe aussi pour nos associations. Et nos associations à Villeparisis ont joué le jeu. Je dis attention, on met en place ce pass, n'en profitez pas pour augmenter vos tarifs d'adhésion. L'idée, c'est de faciliter l'accès à À la vos culture associations. et aux Voilà. associations. Et les assos ont joué le jeu et c'est parfait. Du coup, ça fonctionne très bien cette interaction. Sur le volet environnemental aussi, on en parle peu. On a une ville qui est dimensionnée, qui s'est construite après-guerre, les premières vacances, et on parle Première Guerre mondiale. Et cette ville a des dimensions de voirie ou autres qui sont très limitées. Pas évident de construire un réseau de mobilité douce. Néanmoins, on a déjà anticipé un axe nord-sud qui devra venir compléter ce que nous avons sur la partie qui nous ceinture. Mais du coup, sur le volet environnemental, c'est le travail sur les îlots de chaleur. Et donc, comment on peut apporter, là où nous avons des îlots de chaleur, donc des îlots de fraîcheur. Et je m'étais engagé sur, pour chaque logement créé, un arbre planté, un arbre ou arbuste planté. On l'a dépassé allègrement. Et ça, c'est une volonté de continuité, verdir notre ville, dès qu'on a un espace, le transformer, pour finalement retrouver ces îlots de fraîcheur. Très bien, monsieur Bouche. Alors bon, de toute façon, vous avez commencé à aborder un petit peu l'aspect programmatique. Vous avez parlé des réalisations à venir avec le conservatoire. Je voudrais qu'on bascule carrément maintenant sur ces choses-là. Si vous avez des priorités absolues sur le prochain programme, quelles seraient les premières priorités? Ouais, Par quoi première vous priorité, d'abord s'affirmer en continuité. S'affirmer en continuité parce que je vous ai parlé de tout ce qui était matériel. On peut parler aussi de l'immatériel. L'immatériel, ce sont toutes les actions que nous portons. Une action, par exemple, je vais vous parler du concours d'éloquence. Concours d'éloquence pour les élèves de troisième. C'est une action qui n'est pas palpable en soi, mais dont l'impact est mesurable. Nos élèves de troisième concourent tous les ans, on a 3 collèges, pour gagner ce concours d'éloquence. Bien sûr, je suis très fier de celles et ceux qui gagnent ce concours d'éloquence. Celles d'ailleurs, pour l'instant, c'est uniquement féminin. Très fier, mais je pense aussi à tous ceux qui ont pu pendant l'année se préparer, parce qu'il y a justement un bureau d'études qui nous accompagne, qui les forme, qui les conseille avec nos services jeunesse. Et je sais qu'ils n'arriveront pas tous en finale. C'est le jeu d'un concours. Par contre, ils auront tous eu le même bagage. Et moi, ma fierté, c'est l'autre jour, j'entendais une association qui me disait qu'ils avaient un jeune gamin qui était en troisième. Ils le connaissaient depuis longtemps dans leur association, qui parlait pas.
Il a fait le concours d'éloquence, il n'est pas arrivé en finale, certes, il a perdu dans les premiers tours. Par contre, il s'est formé et aujourd'hui, il parle. Aujourd'hui, il sait prendre la parole. Puis ça suscite peut-être des vocations aussi Oui, au futur. tout à fait. Et ça ne se mesure pas Mhm. immédiatement, ça se mesure dans le temps. Et moi, quand je vous parle de continuité, c'est déjà aussi toutes ces actions-là. Le devoir mémoriel, le devoir de mémoire. Par exemple, la commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'est nous qui l'avons mise en place à Villeparisis. Et avec des associations qui nous accompagnent. Ça, j'ai envie qu'on puisse le continuer. Alors certes, je vous redis, ça ne se mesure pas comme étant une action qu'on peut voir, mais c'est une action qui existe. Cet accompagnement pour nos plus jeunes, comment on fait le lien avec l'intergénérationnel, comment on travaille sur la question de la santé. Vous savez, on parle rarement en collectivité, et je ne sais pas si les élus qui vous avez reçus, vous en parlez, le CCAS, l'action sociale, le service autonomie à domicile, le vieillissement à domicile, comment bien vieillir à domicile. On a une population qui vieillit, on le voit bien. Si moi j'ai moins d'enfants dans mes écoles, c'est qu'il y a une chute sur la natalité. Et donc ça veut dire qu'aussi je vais avoir un vieillissement de la population. Comment on l'anticipe En début de mandat, on a fait l'analyse des besoins sociaux. Ça n'avait jamais été fait à Villeparisis. Mais ça nous permet de nous projeter. Et ça, c'est une action où j'affirme les continuités parce que je sais que j'ai donné la possibilité à nos services, dans le cadre de ce mandat, de tracer, de donner une perspective, une trajectoire. J'ai besoin de l'affirmer. Après, sur les grands équipements, la continuité sur les voiries et l'assainissement, c'est un enjeu. On a une injonction européenne, il faut assainir. Et donc, je sais qu'on continuera. Ça veut dire aussi l'amélioration du cadre de vie. Comment on continue à être présent pour toujours verdir cette ville. Puis nos grands équipements, je vous les ai cités. Le lycée, accueillir le lycée, tout ce qui est autour du lycée. Je suis très bavard, j'en suis désolé. Non, Tout ce qui est autour du lycée. Et puis aussi, comment on rattache le lycée à la ville, comment on donne du sens à l'action éducative, quelque part, par aussi la notion d'aménagement elle-même. Ce conservatoire, un conservatoire de plus de 9 millions d'euros, qui va être rattaché au centre culturel et à la médiathèque. Donc on va créer un gros pôle culturel avec des interactions positives. Si on peut dire un mot sur la sécurité aussi. Je vais y venir, oui. Quelle est votre vision? Alors, vous avez un certain nombre de policiers municipaux au jour d'aujourd'hui. Vous en avez combien aujourd'hui? Aujourd'hui, les services dits de la police municipale au sens large, c'est 27 agents. 27 agents. 27 agents. Vous comptez faire quoi sur le projet futur? Vous augmentez? Vous maintenez le nombre? Vous estimez qu'ils sont suffisants? Alors, j'estimerai jamais qu'ils sont suffisants, et pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, les fonctions de la police municipale, j'ai participé au Beauvau des polices municipales, donc les fonctions de la police municipale évoluent. Souvent, d'ailleurs, on leur demande d'intervenir sur réquisition. C'est-à-dire que dans ce cas-là, elles font des missions de police nationale. Moi, pas de souci, la coordination avec les forces de police nationale est excellente à Villeparisis et j'en suis très heureux. Avec tous les commissaires qui se sont succédés, j'ai toujours trouvé une oreille attentive et de la même manière, on a réussi à mettre en place des actions communes. J'ai développé le réseau de vidéoprotection. C'est un outil. La vidéoprotection, c'est un outil. La vidéoprotection, vous en servez essentiellement pour de la vidéo-verbalisation ou vous en servez vraiment pour de la vidéoprotection de manière préventive ou dans le cadre d'enquête? En prévention. Parce que beaucoup d'usagers se plaignent de la vidéo-verbalisation. De la vidéo-verbalisation, ils sont forcément pas très contents. Je pense que personne n'est content quand il est verbalisé. Exactement. Ou alors, mais quoique des fois, moi je me souviens, il n'a pas été vidéo-verbalisé, d'un administré qu'on a verbalisé 17 fois en une année, 17 fois garé devant, stationné, pas garé, stationné devant une école, les 4 roues sur le trottoir, devant l'entrée de l'école. À la 18e fois, on fait intervenir donc un véhicule pour retirer. L'administré descend et veut en venir aux mains avec la personne qui fait retirer le véhicule. Je me dis que soit, effectivement, il avait envie de se faire verbaliser une fois de plus, je ne comprends pas, mais des fois ça m'étonne. Non, plus sérieusement, personne n'aime être verbalisé. La vidéo-verbalisation, elle n'a de sens que si elle est logique, si elle traite de la question de la sécurité première aux abords des écoles. Si vous avez une voiture qui est garée sur un passage piéton, je suis désolé, moi je vidéo-verbalise. C'est quoi la sécurité? C'est la sécurité de l'enfant, des parents qui vont peut-être être avec une poussette, qui vont sortir sur le passage piéton et qu'on ne va pas avoir vu. Mais non, la vidéo-verbalisation, quand même, initialement, c'est pour l'aide à la résolution des enquêtes. En préventif, peut-être, parce qu'une ville qui est couverte par la vidéo-verbalisation, c'est peut-être aussi se dire, peut-être y aller différemment. Et je le vois, on a des statistiques en termes de criminalité sur des délits, vol de voiture, vol d'accessoires, cambriolage, qui sont en forte baisse. Vous pensez que c'est dû à la vidéosurveillance alors, ça essentiellement? Je pense que c'est dû à la vidéosurveillance,
au rôle de ma police municipale qui est présente sur notre territoire Mmh. et qui est présente en journée. La plupart de ces vols ont lieu en journée. D'accord. On Vous avez est... pas de Ils sont pas là 24/24, 7/7, hein, ils ont Non, ils pas, sont pas là 24/24 et 7/7. 7/7, si, pas c'est pas 24/24. 24. Et vous savez, des fois, on peut avoir, on n'a pas toujours au clair, j'ai beau avoir travaillé en collectivité, on peut penser qu'une idée est bonne, elle se mesure aussi avec les professionnels. Mmh. Moi, je me souviens qu'au tout début de mon mandat, je voulais déployer une brigade de nuit. Mmh. Et en avoir discuté avec la BAC, après en avoir discuté avec la BAC, j'ai compris que c'était pas la solution. La BAC me dit, monsieur le maire, pourquoi? Pourquoi vous voulez faire? Est-ce que votre criminalité se déroule de nuit? Non. Sur les stupes, c'est pas le rôle de la police La municipale, municipale, ouais. même si on y participe. Mmh. Participe à faire tomber les trafics de stupéfiants, mais c'est pas notre rôle premier. Mmh. Et donc, sur la police nationale me dit, nous, on est présents la nuit. On a besoin de vous le jour. Donc, on a élargi les plages horaires. On a élargi, par exemple, pour pouvoir contrôler des choses qui sont de notre ressort. Mmh. J'ai interdit la consommation d'alcool aux abords des supérettes. J'ai interdit la vente dans ces supérettes de l'alcool après 20 heures. Pourquoi? Parce que j'avais des lieux de rassemblement. Donc, dès 11 heures le matin, vous voulez consommer de l'alcool, vous allez dans un café, dans un débit de boisson qui est fait pour cela. Mais vous n'êtes pas sur la rue à consommer de l'alcool que vous avez acheté en supérette. Et à partir de 20 heures, plus personne ne consomme de l'alcool aux abords de ces supérettes sur le domaine public. Mais pour le faire appliquer, il faut le contrôler. Mmh. Et si on ne le contrôle pas, ça ne marche Ça pas. marche pas. Un petit mot sur le logement, qui est une préoccupation forte des habitants. Vous avez je voudrais un mot sur le logement social et sur les prochains projets éventuellement privés, résidentiels qui seraient, projetés sur la ville. Préoccupation presque des fois schizophrénique Mmh. entre un État, et à juste titre, qui nous dit qu'il faut construire. Hein, le déficit en nombre de logements, enfin, notamment sociaux, en France est énorme. Dans nos territoires, notamment de franges métropolitaines, encore plus. Et Euh, il s'élève à combien le pourcentage de logement social, sur ville parisienne à peu Aujourd'hui, près? on est à 24%. D'accord. Et la loi SRU, loi Elan, enfin, on devrait être à 25%. Je sais qu'on arrivera aux 25% à l'horizon 2028-2029 sans avoir besoin d'en construire plus, notamment simplement avec les logements qui sont en cours de construction, puisqu'en fait, ce que vous comptez, c'est les logements occupés pour le pourcentage loi SRU, D'accord. pas les agréments délivrés par l'État. Donc je sais qu'on y est. Donc, mais on part de très loin. D'accord. Moi, j'ai été une commune carencée. Carencée en 2017. Quand je dis carencée, une commune qui a moins de 25% est jugée carencée. Est jugée, Moi, je dis carencée sanctionnée. D'accord. C'est-à-dire qu'en 2017, l'État a dit à mon prédécesseur, jouez pas le jeu sur la politique de logement, on va vous reprendre la compétence logement. Reprendre la compétence logement, ça veut dire, vous n'instruisez plus les autorisations d'urbanisme. Mmh. Ça veut dire que c'est l'État qui choisit la nature des projets qui vont être construits, notamment des projets de logements sociaux, et qui des fois oublie la notion de mixité nécessaire, ou la notion de surdensification qui pose problème, ou la question de la construction des équipements en parallèle qui doivent accueillir des populations. Forcément, ouais. Et Forcément, il puis, faut des écoles, il faut des bien sûr, voiries, il faut tout ça, ouais. parler d'assainissement, Mmh. Ouais. c'est la base. Si vous n'avez déjà pas les réseaux pour accueillir ces bâtiments, on fait quoi? Mmh. Mais ça, l'État ne le regarde pas. Et ça, c'est une des problématiques fortes. Et puis, vous perdez aussi la compétence d'attribution des logements. Ça veut dire que vous ne permettez pas aux habitants de 2017 à 2021, Mmh. les villes parisiennes et les villes parisiens qui étaient demandeurs de logement n'étaient plus prioritaires. Passaient à la trappe. Ça veut dire que c'était les dossiers DALO, CIPLO, qui sont des dossiers d'urgence, j'en conviens, Mmh. mais qui n'étaient pas ceux de Villeparisis. Ce sont les dossiers Action Logement. Là aussi, les entreprises financent le logement Mmh. social. C'est normal qu'ils puissent avoir cette part, un logement sur deux, et pour Action Logement. Mmh. Mais là aussi, on n'avait plus capacité à dire Action Logement. Oui, moi, ok, vous avez un logement, mais moi, j'ai un demandeur qui peut prétendre à Action Logement, qui est Villeparisis. Est-ce qu'on peut le positionner? On s'est battu. Et en 2021, on est sorti de la carence. On s'est battu pour avoir un aménagement, pour remaîtriser l'aménagement, pour remettre la pression sur les promoteurs. Moi, j'avais des logements mono-orientés. Enfin, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en logement social. Ok, on était en situation de carence, mais quand vous avez des logements mono-orientés, on construit pour qui? Pourquoi? Mmh. On construit surtout comment? Comment les gens vont vivre à l'intérieur? Quand vous avez un logement mono-orienté nord, on Mmh. parle de l'inflation sur la partie énergie, et quand c'est l'État qui portait ces projets-là, ça me désole. Donc moi, je voulais récupérer la main. Ça s'est fait avec la préfecture parce que j'ai aussi démontré cette volonté en disant, je ne suis pas opposé aux logements sociaux. Je sais qu'il faut en construire. Par contre, on va mieux les construire. On va mieux respecter notre capacité à construire dans le temps, à accompagner avec la question des équipements. Vous me parlez de la question des logements privés.
En fait, nous, comme on était carencés, l'enjeu, il est principalement sur les logements sociaux. Par contre, avoir des opérations mixtes m'intéresse. Il y a aussi une façon de ne pas reconstruire la ville sur la ville. Des fois, nous avons des opérations privées qui sont en vente. Mhm. 10, 11 logements. Je préempte. Je préempte et je transfère mon droit de préemption à un bailleur social. C'est-à-dire que l'immeuble collectif qui était en collectif privé Privé devient. devient collectif social. D'accord. Il n'y a pas de construction dans la rue, ça ne change rien, il n'y a pas plus de besoin. Souvent d'ailleurs, les places de stationnement sont plus en nombre que pour les collectifs sociaux. Et c'est une façon de aussi retrouver ce taux attendu pour la loi SRU, que je peux comprendre et partager, à condition que tout le monde fasse l'effort, et ne pas mettre la ville en situation de péril, parce que l'enjeu était là. Une ville carencée, si vous passez en dessous des 20%, vous perdez des dotations en DSU, et vous perdez aussi, enfin vous prenez de plein fouet la pénalité. Moi, ça pouvait avoir un impact à hauteur de 2 millions. Ouais, Sur un budget de 40 millions, 2 millions de chute, c'est énorme. c'est énorme. 5%, qui peut supporter ça? Il était hors de question de le supporter. Très bien. L'attractivité économique et l'emploi sur la ville. Quel est votre point de vue là-dessus? Comment vous comptez attirer plus d'entreprises? Comment vous comptez favoriser l'emploi des villes parisiens? Alors, l'attractivité économique, on est sur la plateforme aéroportuaire de Roissy. Donc, on est la ville de Seine-et-Marne qui a le plus d'habitants qui travaillent sur la plateforme aéroportuaire. Donc, elle est quand même très générée et organisée. On est situé sur ce triangle d'or entre Roissy, Meaux et Disney. Donc, je sais que beaucoup de personnes travaillent sur ce triangle-là. Problématique de transport, problématique de circulation, ça c'est un autre sujet. La mobilité, je voulais en parler après. Mais si on travaille sur la question de l'emploi, il faut aussi travailler sur la question du lien entre le bassin de vie et le bassin d'emploi. Je vous ai dit, je ne suis pas une ville riche. Je suis entouré de villes avec des grosses zones, soit d'activité, soit de zones commerciales, qui ont drainé à la fois cet emploi et à la fois cette attractivité économique. Moi, je sais que demain, parce que je veux travailler sur l'avenir, il faudra aussi réfléchir à autre chose. Il faudra réfléchir à une autre façon de générer des recettes. Première façon de générer des recettes, c'est l'attractivité économique. Donc, on va développer, et je travaille avec la communauté d'agglomération dans le cadre du schéma de cohérence, du fameux SCOT, on va travailler sur libérer 20 hectares d'urbanisation pour pouvoir justement faire atterrir cette zone d'activité sur un terrain déjà fortement anthropisé, donc qui n'a de naturel que le nom sur une carte d'un plan local d'urbanisme, parce que ça avait fait l'objet, c'est 20 hectares qui avaient fait l'objet dans les années 2010 de zones de stockage de dépôts de déchets dits inertes, ni plus ni moins des terres de remblai. Et donc, je me dis que là, on a moyen de faire apparaître 20 hectares, et j'ai une petite zone aussi d'urbanisation de 8 hectares déjà présente sur notre territoire, mais avec quelques contraintes, des lignes de réseau électrique à très haute tension, et ainsi de suite. Mais je veux pouvoir mobiliser ces zones pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises, de nouvelles fonctions, de l'artisanat. Pas de la zone d'activité commerciale. Vraiment, ça c'est déjà en place, de la zone d'activité économique. Et on a déjà sur notre territoire là des projets avec des entreprises qui sont déjà venues, qui nous ont rejoints. Je pense par exemple au Saveur d'Antoine qui nous a rejoints en tout début de mandat, 50 emplois à la clé. Je pense là à une zone d'activité qui se développe. On a un Truffaut énorme qui est très connu sur notre secteur, qui était d'ailleurs pendant très longtemps le plus gros Truffaut au niveau de la région. Et aux abords, on va avoir une petite zone d'activité complémentaire qui va s'implanter. Les travaux sont en cours. Donc là aussi de l'emploi, et je l'espère d'ailleurs avec un centre de formation sur les métiers de la restauration. Là, je croise les doigts, j'espère qu'on ira au bout sur ce projet-là. Donc pas mal de projets qui sont Pas mal de en projets. perspective. Et puis je vous parlais des ressources. Une collectivité, elle vit avec ces ressources-là. Là, dans les ressources. J'anticipe vos propos, vos vous questions. anticipez un petit peu, mais allez-y. Un projet phare dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, et pas encore d'ailleurs, même à la population, mais que mon équipe connaît, c'est le développement de réseaux de chaleur urbains. On a autour de nous des activités économiques qui développent des réseaux, de la chaleur fatale. La meilleure des chaleurs, d'abord, c'est celle qu'on n'utilise pas. La meilleure énergie, on va dire, c'est celle qu'on n'utilise pas. Si vous n'avez pas besoin de produire de l'énergie, c'est déjà mieux. Donc, question d'isolation, ainsi de suite. Mais l'autre énergie, c'est celle qui est déjà produite et qui est perdue, la fameuse chaleur fatale. Donc, l'idée, c'est de pouvoir récupérer ces chaleurs fatales, de les réinjecter dans un réseau de chaleur urbain. J'invente rien, ça existe ailleurs. C'est quoi, c'est des projets de géothermie? C'est quoi? Alors, la géothermie, là, c'est une production de chaleur. Alors, je vous dis ça, mais c'est pour savoir, pour mieux comprendre. Chaleur fatale, par exemple, vous avez une entreprise qui produit de la chaleur fatale qui n'est pas restituée dans le fonctionnement de l'entreprise, qui est une chaleur perdue. Perdue, oui.
effectivement. vous la captez, vous la transformez et vous la produisez en énergie. La géothermie, c'est de la production. Oui, géothermie de grande profondeur aussi, certainement, on y travaille en accompagnement sur. Mais l'idée, c'est d'avoir une forme d'indépendance énergétique pour déjà nos équipements publics, peut-être pour la partie logement collectif, enfin, pas peut-être, sûrement. Et en fait, à la fois utiliser cette chaleur fatale, en produire aussi par la géothermie de grande profondeur, et faire en sorte que la ville y soit gagnante, y compris par des redevances. On maîtrise mieux notre énergie, on en maîtrise le coût. Enfin, moi, en 2023, ma partie, vous savez, les particuliers, on a été protégés sur le volet par l'État, sur le volet énergie. Pas les collectivités et les entreprises. Hein. Effectivement. Moi, en 2023, mon coût de fluide, 2022, c'est 900 000 euros pour la ville. 2023, c'est 2,7 millions. On fait quoi avec ça? Donc, j'aimerais mieux maîtriser cela. Très bien. Vous parliez de recettes, donc un sujet de préoccupation majeure des villes parisiens, c'est la fiscalité locale et c'est les impôts locaux. De manière générale, je vais vous dire, les administrés se plaignent toujours que les taxes foncières sont trop élevées, en particulier à Villeparisis, on va dire. Donc, En particulier, je ne sais pas, mais vous ne rencontrez vous avez beaucoup de propriétaires, du coup, comme bah vous oui, étiez vous rencontrez rarement un particulier qui vous dit je paye pas assez. Je paye pas assez. Mais, Par contre, du c'est un coup, il débat. trouve qu'il paye trop. Mais toujours. Et quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous maintiendrez maintenant les taux actuels pratiqués par la commune sur les impôts locaux, Sur la taxe foncière. sur la taxe foncière notamment? Quelle est votre position là-dessus? Si vous trouvez un élu qui s'engage avec certitude sur le sujet, pourquoi? C'est pas très politique, ce que je vous dis là. Ça serait bien plus simple de vous dire. Moi, tous ceux que j'ai reçus sont tous engagés, mais bon, néanmoins, bon, vous savez, il y a toujours cette histoire d'assiette et de taux. Ils s'engagent sur le taux, mais bon, l'assiette forcément augmente aussi. Mais c'est pour ça que j'aime bien, et je ne voudrais pas porter atteinte aux propos de mes confrères ou consoeurs. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que sur le sujet, celui qui s'engage, il prend le risque de mentir. Pourquoi? 2023, la crise inflationniste, de coût de l'énergie, qui pouvait l'anticiper? Moi, j'avais dit, et j'avais été prudent dans mes engagements de mandat, j'avais dit que je ferais attention à limiter la pression fiscale. Ça veut dire quoi, maintenir ou limiter la pression fiscale? C'est être cohérent. Quand vous avez 2 millions, 2,2 millions de plus de coûts de fluide, vous l'absorbez comment? Je ne suis pas une ville riche. Quand vous avez 53% d'augmentation, par exemple, des coûts de la restauration scolaire, vous l'absorbez comment? Quand vous avez un État qui décide 3 années successivement, 2023, 2024, 2025, d'augmenter votre masse salariale, votre charge salariale, et j'ai une faible charge, hein, je suis à 56% de mon budget de fonctionnement, je suis largement dans les purs attendus. Mais l'État, moi, j'ai pris 14% d'augmentation sur la masse salariale sans avoir décidé quoi que ce soit. Quelle entreprise peut résister à ça? Quelle collectivité peut résister à ça? Donc, j'ai augmenté les impôts en 2023 de 4,7%. Je parle sur la part ville. Vous avez raison, c'est une multiplication simple. Valeur locative par le taux. La valeur locative aussi, elle est indexée tous les ans. L'État met un index et a augmenté. Mais ce que ne dit pas l'État, c'est que quand il a supprimé la taxe d'habitation, d'abord, il ne la compense pas à euro constant, c'est pas vrai. Il oublie d'ailleurs, étonnamment, de prendre en compte les nouveaux habitants que vous avez depuis 2017. Moi, je connais des communes qui ont pris 3000 habitants. Alors, dit quoi, ces communes-là? Elles ont quoi comme levier? Le seul levier qu'elles ont, c'est la taxe foncière. Qui peut s'engager? Moi, je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas capable de dire dans une boule de cristal, il se passera quoi dans les années à venir? Si on avait un sujet macroéconomique, peut-être pourrions-nous l'absorber. Si c'est un sujet, on est quand même aujourd'hui sur des territoires de conflit, des territoires de tension qui impactent notre économie mondiale. Dire que c'est en 2008, les impacts sur l'économie française sont présents. Le retournement du modèle économique aussi, après, avec l'essor de l'économie réseau, tout a changé. Qui est capable dès à présent, de préjuger que? Moi, je dis, je limiterai toujours. Je veux que ce soit juste, que l'appel à l'imposition soit compris. Ce qui me gêne, c'est qu'on a un État qui prend des décisions qui nous impactent, sur lesquelles on n'a aucun levier et aucune contribution. Au contraire, les dotations baissent et diminuent, souvent en investissement. Moi, quand j'ai une DGF qui tendanciellement diminue, ça questionne la dotation globale de fonctionnement. Elle venait bien compenser à un moment historiquement des missions réalisées par les collectivités, portées par les collectivités, qui étaient des missions d'ordre national, qui représentaient une équité sur le territoire. Si elle baisse tendanciellement,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je la compense comment? Vous trouverez aucun maire en période préélectorale qui vous dira: «C'est certain, j'augmente». Moi le premier. Par contre, j'aime bien être prudent et je n'aime pas mentir. Moi, je veux pouvoir revenir demain vous voir en disant: «Non, je n'ai pas augmenté parce que j'ai pu» ou «Si j'ai augmenté, voilà les raisons» et idem vis-à-vis des administrés et donc j'assume totalement le fait d'avoir augmenté la taxe foncière de 4,7 en Mmh. 2023, mais comme doivent l'assumer 70 des maires des communes de France, puisque sur le dernier mandat, 70 des communes de France ont augmenté leur taxe Augmenté. foncière. Effectivement, c'est un sujet qui est un petit peu plus délicat. Ça, c'est toujours, Ouais les et il faut l'expliquer. il faut l'expliquer, en tout cas. On va aborder un aspect un petit peu plus politique. Du coup, vous représentez une liste d'union de la gauche. Quels sont les partis qui vous soutiennent? Quelles étiquettes vous avez, sur cette nouvelle liste? Alors je suis effectivement une liste d'union de la gauche, de l'écologie, je redis les citoyens engagés. Historiquement à Villeparisis, alors je dis historiquement parce que vraiment l'histoire s'est construite tout d'abord autour de maires communistes, puis après un maire socialiste, José Anquin, qui a été maire pendant 19 années et qui a Mmh. toujours fait ce mariage entre le PS, Parti socialiste, et le Parti communiste français. Mmh. Et donc au sein de ma liste, euh, j'allais dire au-delà des sympathisants, vraiment les militants encartés sont les militants du Parti socialiste et du Parti communiste français. Au-delà, je suis soutenu, mais comme je l'étais en 2020, par les mêmes mouvances politiques, les mêmes tendances politiques, qui aussi bien côté Place Publique, parti, le PRG, ainsi de suite, Mmh. LFI, Europe Écologie Les Verts, Sur Nouvelle Donne, Villeparisis, LFI vous soutient, hein, c'est ça? de la même manière, oui, que ce qu'il avait fait en 2020. D'accord. On est toujours sur cette... euh, j'ai tendance à penser que si la gauche veut gagner, du moins, et je ne parle pas des débats Parce que c'est nationaux. pas la position d'LFI sur d'autres communes d'Île-de-France, hein, et de grandes agglomérations. Peut-être que Même j'ai si un on volet entend plus ça. rassembleur, j'en sais rien, et ça manque beaucoup d'humilité, mon propos, quand je dis ça. Mais peut-être aussi que j'ai pu démontrer que l'enjeu, c'était pas l'étiquette en soi. L'enjeu, c'est ce qu'on porte localement. Tout le monde connaît mes convictions, tout le monde me situe à gauche dans la ville. Les gens ont le droit démocratiquement d'avoir une position contraire. Par contre, je dis, moi, la gauche à Villeparisis, c'est le par assemblée, on perd. Si vous voulez qu'on puisse continuer à acter, travaillons ensemble. Très bien. Nous connaissons nos différences, nous connaissons nos points de différence, y compris à gauche. Par contre, nous partageons un projet commun qui est le faire évoluer notre ville, et il y en avait besoin. Et c'est comme ça que je me construis. Et quand je vous dis citoyens engagés, c'est parce qu'aussi dans ma liste, j'ai des citoyens qui ne sont pas du tout encartés, nulle part, qui connaissent mon obédience, qui visiblement sont en raccord avec ce que je peux porter, mais qui me disent, bah moi, non, j'ai pas forcément d'idéal politique, mais je comprends tout ce que tu veux mettre en place et je te soutiens. Preuve en est, enfin, mais c'est dans toutes les communes, et qu'on soit de droite, élu de droite ou élu de gauche, vous n'avez pas qu'un électorat qui est purement lié à votre étiquette politique. Mmh. J'ai dans ma ville des gens dont je sais que le vote est droitier au niveau politique national et qui me disent, mais non, localement, on apprécie ce que vous faites, on va voter pour vous. Parce que c'est quand même ce qui compte. C'est aussi cette accessibilité, c'est aussi cette capacité à être proche de notre population, euh, à la comprendre, à anticiper les besoins et à donner, je parle souvent de perspectives de trajectoire, à donner ces perspectives et ces trajectoires. Très bien. Vous parliez de perspective de trajectoire. A priori, vous avez 2 autres trajectoires, en face de vous. Heu, on va essayer vous avez, Claude Sicre de Fontbrune qui se présente, pour le Rassemblement national et Oui, vous avez Emma Breu qui se présente, pour la droite, sur le centre droit et droite, on va oui. dire. Quelles sont les principales divergences que vous avez avec ces 2 listes? Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce que vous ne partagez pas? Puisque vous avez parlé de rassemblement, mais là, du coup, qu'est-ce qui vous sépare de c Bon, avec le Rassemblement national, je pense que ça va s'entendre assez rapidement, ce qui peut nous séparer. Moi, j'ai justement un projet qui nous rassemble, pas un projet de séparation. Mmh. Euh, je- j'ai tendance à penser que chaque fois euh, qu'on exclut, qu'on est excluant, on fragilise. Et bah, le Rassemblement national, c'est quand même un projet, pour moi, d'exclusion, de séparation, de droits au sein de notre société. Localement, par contre, ce que je reconnais, c'est, pour M. Sicre de Fontbrune, c'est une forme de cohérence. Moi, j'ai toujours estimé, et il se présentait avant UDI, j'ai toujours estimé qu'il était Rassemblement national. Visiblement, j'avais raison, il est enfin sur sa ligne. Bah, les villes parisiennes et les villes parisiens pourront le mesurer à la hauteur de sa ligne. Et celles et ceux à qui il avait dit qu'il était UDI avant, UDI c'est quand même centre droit hein, à la base, hein, avec qui il disait UDI Modem, bah, ils vont devoir comprendre que finalement j'avais peut-être raison. Et quand je l'habillais d'un costume
d'extrême droite ou de droite extrême, j'avais visiblement raison. Donc il est dans sa ligne. C'est quand même quelqu'un qui a osé nous demander une minute de silence pour Charlie Kirk en conseil municipal. Enfin, le lien avec le territoire, on ne peut pas dire qu'il est absolument urgent. C'est quelqu'un qui ne vient sur aucune de nos manifestations. C'est quelqu'un qui a osé dire, quand je l'interpelle en conseil municipal sur le fait qu'il ne vit pas la ville parce qu'il vient sur aucune de nos manifestations, moi je veux bien qu'on ait une critique, mais déjà, vivons les animations, vivons ce que nous on met en place pour pouvoir dire c'est bien, c'est pas bien, je ferai autrement. C'est quoi le projet? Euh, Quand la personne me dit, mais moi, je lui dis, mais par exemple, la commémoration pour l'abolition de l'esclavage, je ne vous y vois pas. Elle dit, je peux pas venir enfin, je viens pas aux événements qui ne me conviennent pas. Voilà la ligne. Donc, je sais où il se situe et enfin, il y est. Après, ce qui peut nous différencier, c'est aussi la compréhension d'un budget. C'est très limite. Soit c'est de l'incompréhension et dans ce cas-là, ça m'inquiète, soit c'est de la transformation politicienne et dans ce cas-là, ça m'inquiète tout autant parce que ça veut dire c'est quoi l'enjeu? Comment on travaille? Enfin, comment on peut gagner la confiance des administrés si pour défendre une ligne, on a besoin de mentir ou de travestir? Et ça me perturbe. Concernant Emma Abreu est conseillère départementale du canton de Villeparisis. Elle est aussi conseillère municipale d'opposition. Je crois que son slogan c'est avec Emma Abreu, tout devient possible, il me semble. Moi, j'ai pu le mesurer durant le mandat. Je crois un conseil municipal sur deux, elle est ou absente ou très en retard. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes absente depuis, alors je mets 2020, l'année Covid à part, mais depuis 2021, elle a été absente à 14 conseils municipaux sur 40. C'est énorme. Ça veut dire comment je pense pouvoir défendre finalement les villes parisiennes et les villes parisiens si je ne siège pas. Ça va être quoi son mandat? Elle intervient quasiment jamais. C'est Hervé Touguet, en séance du conseil municipal, c'est Hervé Touguet, mon prédécesseur, avec qui je ne partage pas la ligne politique, mais qui intervient, qui construit. On travaille. On va avoir des oppositions, mais au moins les questions sont posées. Et puis l'action du département sur mon territoire est quand même très légère. Et ça me perturbe. Parce que ça veut dire que si déjà en tant que conseillère départementale, alors qu'elle n'est pas conseillère départementale d'opposition, elle fait partie de la majorité, je ne vois pas l'impact pour mon territoire, ça veut dire quoi en termes d'impact lorsqu'elle prétend à devenir maire? Je n'interdis à personne de prétendre à devenir maire, bien au contraire, c'est le jeu de la démocratie. Et j'en respecte les usages, et au contraire, ça aurait été d'ailleurs inquiétant que je sois seul. Et il y a quelques semaines de cela encore, je savais que j'étais le seul sur la ligne de départ, que les listes d'opposition n'étaient pas construites. Ça m'inquiétait, parce que j'estime que à ce moment-là, le temps démocratique pouvait ne pas être respecté. Néanmoins, euh, j'estime aujourd'hui avoir un bilan de bonne qualité, et je n'ai pas vu d'opposition sur ce bilan. Donc je ne sais pas sur quoi ils vont se construire, mais j'aimerais que ce soit au moins sur la réalité d'un propos vis-à-vis d'un projet porté et non pas de simple intention. J'ai lu les quelques premières lignes, enfin c'est très tarte à la crème. On va développer l'activité économique à Villeparisis. Oui, mais comment? Enfin, si c'est des grandes intentions, tout le monde peut affirmer des grandes intentions. Et vous estimez qu'il n'y a pas de solution concrète? Non. Il n'y a pas de projet Aujourd'hui, concret? il n'y a pas de projet concret. Quand j'ai gagné les municipales en 2020, en fait, j'ai construit mon projet de 2015 à 2020. J'étais le leader de l'opposition. De 2017 à 2020, j'ai fait campagne, j'étais présent. Là, mes oppositions, elles ont fait le choix de sortir au mois de janvier. À tel point qu'à un moment, je me demandais s'il allait y avoir des oppositions. Mais sortir au mois de janvier, chacun fait comme il entend dans le cadre d'une campagne, bien évidemment. Mais comment on construit un programme? Comment on construit une présence sur le terrain? Ça me surprend. Donc, je crains d'avoir une campagne avec des grandes intentions, des grandes idées. On va améliorer la sécurité, c'est un des sujets. On va améliorer le pouvoir d'achat des villes parisiennes. On va améliorer le cadre de vie. Oui, ok. Les solutions concrètes, elles sont où? Vous avez prévu quoi comme action? Et de ce que je lis dans les premiers tracts de campagne de mes opposants, ça reste quand même très tarte à la crème. Hein. D'accord. Solution concrète, donc on arrive sur la fin de l'émission, monsieur le maire. Donc si vous aviez 1 minute pour convaincre un Villeparisien de voter pour vous, qui ne vous connaissait pas, qu'est-ce que vous lui diriez, face caméra? 1 minute? Mais déjà, je ne fais jamais 1 minute. Ça fait une demi-heure de plus. Non, plus sérieusement. Je fais du porte-à-porte, donc c'est un échange. Je pense que chaque face caméra, chaque ville parisienne ou chaque ville parisien va avoir une problématique différente. Et je pense qu'il faut être capable d'expliquer que tout ce qu'on a mis en place déjà, dans le cadre de ce bilan, je vous ai dit, je pense que ce bilan est bon et que j'ai pu parler sur tous les domaines, pour toutes les populations. Et donc, ils peuvent s'y retrouver. Mais je pense que c'est surtout un mandat pour à la fois
continuer à construire notre ville, lui donner des équipements nécessaires, lui donner les moyens de continuer à fonctionner et faire en sorte qu'elle ne soit pas une belle endormie. Ce que moi j'ai découvert quand je suis arrivé, alors bien sûr le contexte Covid était présent, mais c'est redonner du sens à l'action publique locale, c'est ce que je veux mettre en place, faire en sorte que les gens puissent vivre dans notre ville, puissent participer à notre ville, puissent co-construire, quels que soient les domaines. Par contre, avec de gros challenges, je vais expliquer l'arrivée du lycée, le complexe aquatique, l'arrivée d'une nouvelle crèche, l'arrivée du conservatoire et toujours le travail pour l'aménagement de notre cadre de vie avec nos voiries, nos réseaux. Et lorsqu'on aura fait tout ça, et je pense qu'il nous faut un mandat de plus, lorsqu'on aura fait tout ça, on aura le temps de se poser pour peut-être encore voir d'autres projets structurants, mais à l'échelle d'un temps bien plus long. Merci beaucoup, monsieur Frédéric Bouche, d'avoir accepté notre invitation, Merci à vous. d'être venu répondre à nos questions. On remercie nos téléspectateurs de nous avoir suivis et puis, le débat démocratique continue et ce sont désormais les électeurs de Villeparisis qui décideront. Merci beaucoup et à très bientôt.